Il y a 3 ans, le 24 mai 2020, j'ai posté sur cette chaîne mon premier thread d'horreur, racontant des histoires terrifiantes partagées sur Reddit. Depuis ce jour, on a parcouru beaucoup de chemins. Je vous ai partagé des histoires tout aussi effrayantes les unes que les autres, que ce soit des histoires paranormales, des affaires angoissantes concernant les tueurs les plus terribles que cette planète ait portés, des histoires mystérieuses dont nous n'avons aujourd'hui toujours pas la réponse, et j'ai aussi partagé vos histoires. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout ce que vous m'apportez. Pour cette période d'Halloween, j'ai voulu me faire plaisir, mais aussi vous faire plaisir par la même occasion. J'ai décidé de revenir aux sources, là où tout a commencé. Je vais vous partager des histoires de Reddit, mais pas n'importe lesquelles. Je vais vous raconter les témoignages qui ont marqué le forum, qui ont laissé un souvenir, pas que dans l'esprit de ceux qui les ont vécus, mais aussi dans la tête de ceux qui les ont lus. Je vais vous partager 10 histoires, issues des ténèbres de Reddit. Je tiens à préciser avant de commencer que vous avez peut-être déjà entendu certaines des histoires que j'ai racontées sur d'autres chaînes, peut-être même sur la mienne. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines des histoires les plus effrayantes de Reddit. Si cette vidéo vous plaît, cette vidéo spéciale vous intéresse, si elle vous intrigue, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles histoires que je vais partager sur la chaîne. Vous pouvez également laisser un j'aime pour soutenir le travail réalisé. Vous pouvez aussi m'envoyer votre propre histoire sur Instagram si vous souhaitez que je la partage dans un thread d'horreur dédié aux abonnés. J'espère que cette vidéo un peu spéciale vous plaira et si maintenant vous êtes bien installé, laissez-moi vous raconter la première histoire. Il y a quelques années, ma petite amie et moi, après avoir parcouru plusieurs parties du sentier des Appalaches, avons décidé que nous voulions essayer la partie sud du sentier de Virginie. Il mesure une centaine de miles de long et il traverse la forêt nationale de George Washington et de Jefferson, du comté de Roanoke à Perrysburg dans le comté de Giles. C'est certainement l'une des parties les plus isolées et les moins fréquentées du sentier, et c'est exactement ce que nous recherchions. Mike et sa petite amie ont donc rassemblé leurs affaires pour partir faire leur randonnée et commencer leur voyage. Ils avaient prévu que leur randonnée se termine dans la ville de Damascus. Leur projet était simple, arpenter le chemin de la randonnée, être épuisé physiquement à la fin de la marche et ensuite rentrer à la maison pour obtenir un repos bien mérité. Nous étions au début du mois d'octobre. Les feuilles commençaient à changer de couleur, obtenant ainsi la couleur qu'elles avaient au printemps. L'air était frais, le temps était ensoleillé, les conditions idéales pour réaliser une randonnée. La majeure partie du voyage s'est déroulée sans encombre. Le couple admirait des paysages qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Les différentes nuits à camper ici et là aux alentours du chemin se sont passées sans peur, jusqu'aux 2 dernières nuits de nos 2 amis. Il se trouve qu'il y avait plusieurs endroits où camper aux alentours du fameux sentier qui était arpenté, des abris entre guillemets officiels, sauf que Mike et sa petite amie ne voulaient pas croiser de monde alors qu'ils étaient en train de faire leur randonnée. Ils voulaient vraiment s'éloigner de tout signe de civilisation, donc ils ont décidé de camper dans un endroit qui était un peu plus caché. Ils ont donc trouvé un endroit isolé, à l'écart du sentier, au milieu d'une petite clairière. Un endroit parfait. Un endroit où le couple a décidé donc d'installer son petit campement. Une fois le camp installé, ils se sont préparés à manger, ils ont discuté un moment et ensuite ils ont gagné leur tente pour se blottir l'un contre l'autre. Ils se sont ensuite endormi et c'est vers 2 h du matin que Mike a été réveillé par la voix en alerte de sa petite amie. Elle lui disait « Mike, prends ton arme, quelqu'un est dehors, il se promène autour de nous. » La petite amie de Mike lui a dit qu'elle s'était réveillée suite à l'écoute d'un bruit qui l'avait inquiété et qu'elle avait remarqué ce qui semblait être un couteau glissé le long de la toile de tente, comme si quelqu'un, armé d'une arme blanche, faisait le tour de la tente brandissant un couteau sur celle-ci. Mike avait l'habitude d'emporter avec lui lorsqu'il partait en randonnée une arme à feu. Il n'était pas sûr de qui il pouvait rencontrer, il se disait qu'il était probable de rencontrer quelqu'un avec de mauvaises intentions, surtout dans des endroits isolés où la couverture réseau était faible et où il était donc impossible d'appeler les services de secours. Donc, il s'est précipité vers son sac à dos, a pris l'arme à feu en main et a patienté sa petite amie à côté de lui pendant quelques temps. Le silence était installé dans la tente. Mike et sa petite amie écoutaient le moindre bruit qui pouvait évoquer le fait qu'il y avait bien quelqu'un de dangereux autour de la tente. Quelques minutes sont passées sans qu'il n'y ait aucun bruit.
à part le souffle du vent qui traversait les arbres de la forêt aux alentours. Et c'est là qu'il a entendu quelque chose. Il y avait quelqu'un ou quelque chose qui marchait dans les bois autour de la tente du couple. Mike a sorti une lampe de poche de son sac à dos. Il a discrètement ouvert l'entrée de la tente et il a glissé sa tête à l'extérieur. Dehors, c'était la pénombre la plus totale. Il n'y avait que quelques rayons de lumière venant de la lune, mais rien qui ne permettait de voir de manière claire ce qu'il y avait autour de la tente. Mike n'a pas allumé de suite sa lampe de poche, ne voulant pas alerter de sa présence. Il a jeté un coup d'œil discret, essayant de voir malgré la nuit ce qu'il pouvait y avoir. Il a patienté pour voir s'il entendait d'autres bruits, et c'était bien le cas. En plus de ce son, il entendait également des bruits de pas. Mike en est sûr, il a bien affaire à quelqu'un qui ressemble à un bipède, donc potentiellement un homme. C'est là qu'il a allumé sa lampe, il a inondé la zone qui se trouvait autour de lui de lumière. Il a cru voir quelqu'un bouger, juste derrière un arbre. Et voulant s'assurer de sa propre sécurité ainsi de celle de sa petite amie, Mike a crié « J'ai une arme, allez-vous-en maintenant !» Il a gardé la lumière sur la zone avec son arme, dégainé, prêt à tirer si quelque chose sortait de la pénombre. Lentement, Mike est sorti de la tente pour se rapprocher petit à petit de la zone où il avait vu quelque chose. Et alors qu'il était quasiment arrivé à l'arbre derrière lequel il avait vu une silhouette se cacher, il a entendu des bruits de pas précipités s'éloigner de lui, comme si quelqu'un s'enfuyait de la zone où se trouvaient Mike et sa petite amie. Mike a directement tourné sa lampe en direction du bruit qu'il a entendu, mais il n'a rien vu. Il semblerait que la chose ou la personne qui se trouvait là avait réussi à le distancer. Il a patienté là quelques instants avant de retourner à sa tente, là où il a raconté ensuite ce qu'il s'était passé à sa petite amie. Le couple n'a pas réussi à retrouver le sommeil. Mike est resté devant la tente, a monté la garde toute la nuit jusqu'aux premières lueurs du jour, lueur qui amenait avec elle un sentiment de sécurité. Une fois la lumière du jour retrouvée, Mike a analysé la zone qui se trouvait autour de la tente pour retrouver peut-être des indices concernant la présence qu'il avait remarquée la veille. Une empreinte de botte dans de la boue un petit peu humide. Cette empreinte n'appartenait pas à Mike ni à sa petite amie, donc il en est persuadé. Quelqu'un se trouvait bien là. Ne voulant pas affoler sa petite amie, il a décidé de garder le secret. À ce moment-là, ils étaient déjà tous les deux bien effrayés. Il n'y avait aucun moyen de faire machine arrière pour rentrer à la maison. Il fallait continuer la randonnée et il restait au moins 2 jours de marche, donc pourquoi s'ajouter une peur à la difficulté de la randonnée? Ce jour-là, quand le couple a repris sa marche, ils ont marché plus rapidement que prévu, comme si ils souhaitaient mettre fin à leur expédition plus rapidement que prévu. Le soir venu, le couple a dû réinstaller un nouveau camp. Ils ont trouvé un endroit calme, près d'une falaise, et un endroit parfait pour placer la tente car il n'y avait aucun moyen de la contourner. Si quelqu'un venait directement vers la tente, il serait visible automatiquement car il devrait forcément passer devant. Donc aucun moyen de prendre le couple par surprise. En plus, pendant toute cette journée, Mike a eu un sentiment étrange, le sentiment d'être suivi, comme si la personne qui l'avait effrayé, lui et sa petite amie, la veille, avait décidé de continuer sa chasse et de suivre Mike et sa petite amie pour renouveler son expérience malsaine la nuit qui suivait. Néanmoins, Mike n'a eu aucune confirmation que ce sentiment était réel ou pas. Il n'a vu personne derrière lui, il n'a entendu aucun bruit étrange, donc il avait dans un coin de sa tête l'idée que tout cela n'était qu'en fait un produit de son imagination. Le soir, donc, une fois le camp installé, le couple, comme la veille, a préparé à manger, et une fois le repas consommé, ils ont décidé de s'installer dans la tente pour s'endormir et se reposer. Au cas où, Mike a laissé son arme à feu à sa petite amie. Elle étant plus sensible au bruit, si jamais il y a un danger, elle sera bien plus réactive que lui qui a tendance à avoir le sommeil plutôt lourd. Finalement, c'est sa petite amie qui s'est endormie la première, et Mike, se sentant toujours un peu mal à l'aise, avait du mal à fermer l'œil. Il est resté éveillé quelques heures, attendant de savoir si quelque chose allait se passer, et à un moment donné, il suppose que l'épuisement de l'activité physique de la journée l'a rattrapé. Je me suis réveillé un peu plus tard avec un bruit. Le bruit que quelqu'un fouillait nos affaires à l'extérieur de la tente. J'ai directement attrapé mon arme et j'ai réveillé ma petite amie. Doucement, pour pas qu'elle ne fasse de bruit. Notre feu de camp dehors était encore allumé, donc je pouvais voir un petit peu ce qu'il se passait à l'extérieur. Et j'ai vu qu'il y avait une silhouette. La silhouette de quelqu'un. Quelqu'un contre la tente. Je leur ai crié quelque chose. Je leur ai dit « On est armés, allez-vous-en !» Et apparemment, ce cri a marché. L'individu ou les individus qui étaient à l'extérieur se sont précipités loin de la tente et se sont enfuis. Mike est sorti
l'arme à feu à la main, prêt à tirer sur quelqu'un si jamais sa vie était en danger. En sortant de la tente, Mike a remarqué que ses affaires étaient posées sur le sol, éparpillées. Il en est sûr, quelqu'un fouillait bien dans ses affaires. Tout était éparpillé sur le sol, renversé. Mike a essayé de poursuivre l'individu qu'il avait fait fuir, et c'est en arrivant vers un ruisseau qu'il s'est stoppé, car il a vu au loin une lanterne qu'il suppose appartenir à la personne qui avait fouillé ses affaires, mais autour de celle-ci est apparu 3 autres lanternes. Pour lui, la situation est claire. La personne qui a essayé de le détrousser était accompagné. Et bien qu'il était armé, Mike savait que c'était bien trop dangereux pour lui et aussi pour sa petite amie de partir à leur poursuite. Donc, plutôt que de se lancer dans une aventure dangereuse, Mike a décidé de rebrousser chemin et de retourner voir sa petite amie. Il lui a dit qu'il fallait ranger les affaires sur le champ pour partir séance tenante. Ils n'ont pas pris toutes leurs affaires, uniquement ce qui avait de la valeur. Le temps était précieux. Mike devenait presque paranoïaque. Il entendait des bruits tout autour de lui alors qu'il n'y avait rien. Il entendait des voix alors qu'il n'y avait personne. Une fois les affaires prêtes, il a pris sa petite amie par la main et il s'est précipité avec elle vers le sentier qui était beaucoup plus sécurisé. À chaque pas, il regardait derrière son épaule pour voir s'il n'était pas suivi. Il espérait ne tomber sur personne, en tout cas pas sur les individus qui cherchaient à le détrousser, car étant trop isolé, si jamais il se passait quelque chose, personne ne pourrait leur venir en aide. C'est en retournant sur le sentier que Mike a entendu un bruit venir de derrière lui. Le jour commençait à se lever, il s'est donc retourné, et il a vu un homme se tenir à quelques pas derrière, qui le regardait sans bouger. Mais quoi qu'il en soit, bien que le jour commençait petit à petit à se lever, il n'y avait pas assez de lumière pour voir les traits de l'homme. Il était méconnaissable. Mike a crié à l'homme. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là ?» Mais l'homme est resté là, en silence, sans rien dire. Et après, comme si rien ne s'était passé, l'homme que Mike a aperçu est retourné dans les bois et il a disparu derrière les arbres de la forêt. Mike a continué son chemin, tenant toujours sa petite amie par la main, marchant d'un pas précipité, regardant derrière lui. L'instinct de Mike lui disait que les hommes étaient là, encore à les poursuivre. Finalement, ils ont réussi à retrouver leur chemin jusqu'à la voiture de la petite amie de Mike. Ils étaient totalement épuisés, ils avaient marché sans s'arrêter. Ils ont quitté les bois et ils ont pu rentrer chez eux en toute sécurité. Mike ne sait pas à qui il a eu affaire. Il pense au pire des personnes qui voulaient attenter à sa vie et à celle de sa petite amie, peut-être même des gens qui voulaient les manger, peut-être qu'il avait affaire à des cannibales. Il n'en a absolument aucune idée et ne sachant réellement pas quelles étaient les intentions de ces individus, son imagination lui fait imaginer le pire. Il y avait-il vraiment un danger? Est-ce que tout cela n'était qu'une vaste blague? Personne ne le sait, pas Mike ni sa petite amie. Quoi qu'il en soit, Mike préfère que ce qu'il a vécu reste un mystère, ne pas savoir ce qu'il s'est passé, et il assure que jamais il ne retournera là où il a vécu ces événements angoissants pour découvrir quelle est la vérité derrière l'horreur qu'il a vécue pendant sa randonnée. Alexandra est la petite amie de mon frère. Au moment de cette histoire, elle cherchait son premier appartement et elle quittait la maison de ses parents. Elle et mon frère ne voulaient pas emménager ensemble car ils ne se fréquentaient que depuis peu. Elle a plutôt choisi de rechercher une colocation en ligne. Elle a parcouru le site Craigslist et elle a trouvé une annonce intitulée quelque chose comme colocataire recherché, femme uniquement. C'était le genre de choses qui était assez courant et ça ne la dérangeait pas parce qu'elle recherchait principalement une colocation avec des femmes. L'annonce concernait une chambre dans une maison pour environ 225 $ par mois, ce qui était plutôt bon marché par rapport à la plupart des endroits répertoriés. L'occupante s'est présentée comme une étudiante de 23 ans qui n'était pas à l'aise à l'idée de vivre avec des hommes. L'autre colocataire, celle qui était recherchée, aurait sa propre chambre et sa propre salle de bain. Jusqu'à présent, Alexandra aimait cet endroit. Par contre, l'annonce ne contenait qu'une seule photo prise à l'extérieur de la propriété. Alexandra a envoyé un email pour dire qu'elle souhaitait rencontrer celle qui vivait déjà dans la maison et 30 minutes après, elle a reçu un email avec tous les détails et une heure de rendez-vous. Celle qui vivait dans la maison finissait tard et voulait qu'Alexandra passe à 20 h. Quand Alexandra est arrivée sur place, elle s'est présentée à la porte d'entrée et elle a vu qu'il y avait un mot sur celle-ci. Ce mot disait que la porte était cassée et qu'il fallait donc utiliser la porte arrière. Elle s'est donc exécutée, elle a fait le tour de la maison. Une maison qui avait en soi son charme mais qui semblait un petit peu négligée. Il y avait des mauvaises herbes, le gazon autour de la maison n'était pas tondu, les fenêtres semblaient poussiéreuses, mais ce n'est pas quelque chose qui a choqué Alexandra sur le moment.
Elle est donc allée à la porte arrière, elle a toqué, et à sa grande surprise, ce n'est pas une jeune fille de 23 ans qui lui a ouvert, mais un homme qui semblait assez âgé. D'abord, Amanda pense qu'elle s'est trompée de maison, mais l'homme la rassure et lui dit que la jeune fille qui vit normalement dans les lieux est absente, qu'elle a dû finir plus tard que ce qui était prévu, mais que lui était en réalité le propriétaire de la demeure. Il aurait été prévenu qu'Alexandra était censée passer et il s'était donc proposé de faire la visite des lieux, sachant que la jeune fille était absente. Cet homme semblait agréable, plutôt chaleureux, donc Alexandra n'a pas vu un danger vis-à-vis de la situation qui se présentait devant elle. Elle a certes quelques alarmes qui se déclenchent dans sa tête, mais rien qui lui fait fuir les lieux sur le moment. Cet homme, bien que de caractère plutôt chaleureux, avait une apparence assez particulière. Selon ce que voit Alexandra, il avait l'air d'avoir la quarantaine, il était mal rasé, il avait les cheveux en bataille, comme si cet homme ne vivait pas dans une maison ou un appartement, mais plutôt dans sa voiture. Quoi qu'il en soit, Alexandra décide quand même de rentrer dans la maison. Elle remarque que la lumière de la cuisine était allumée. Jusque-là, rien d'anormal, peut-être que c'est la pièce dans laquelle se trouvait le propriétaire avant, mais ce qui a vraiment déclenché un malaise dans le cœur d'Alexandra, c'est quand elle a vu que dans la maison, il n'y avait absolument aucun meuble, comme si clairement personne n'y vivait. Le propriétaire, lui, était très poli, il répondait aux questions qu'on lui posait, mais il ne semblait pas vouloir laisser les lumières allumées trop longtemps, comme s'il ne voulait pas montrer qu'il y avait une présence dans la maison à l'extérieur. De plus, il avait l'air de précipiter la visite. Il ne laissait pas Alexandra trop longtemps dans les pièces. Il était très rapide dans sa manière de faire. S'ajoute aussi à cela le fait qu'il y avait une seule pièce, une chambre que le propriétaire ne voulait ouvrir sous aucun prétexte. Il expliquait ce geste-là en disant que c'était la chambre de la jeune fille qui vivait là et qu'il ne voulait pas déranger ses affaires. C'est en marchant dans le couloir qui menait au salon que là, Alexandra a pu apercevoir la porte d'entrée, celle qui était cassée. Elle a vu qu'elle n'était pas en soi cassée, mais qu'elle était plutôt comme scellée. Il y avait une planche derrière la porte, clouée, qui empêchait son ouverture. Comme si on voulait empêcher quelqu'un de fuir la maison si jamais il s'est retrouvé enfermé. Évidemment, Alexandra a déjà pris sa décision vis-à-vis de la maison. Elle n'y habitera pas. Elle décide donc de mettre fin à la visite. Elle remercie le propriétaire de sa gentillesse de lui avoir fait visiter la maison. Et c'est là que l'homme semble se réveiller, comme s'il était endormi pendant toute la visite, mais que là, le fait qu'Alexandra lui dise qu'elle parte, ça l'a réveillé. Il lui annonce qu'il doit lui montrer le sous-sol. Un sous-sol qui, selon ce qu'il dit, a récemment été meublé et qui ferait une salle de jeu idéale. Quelque chose qui rend perplexe Alexandra. Elle se demande quelle est l'idée derrière le fait de meubler un sous-sol, mais pas l'intérieur d'une maison. Le propriétaire ouvre la porte du sous-sol, créant une barrière entre la seule issue de la maison, donc la porte arrière, et Alexandra. Si elle veut sortir, elle est obligée de passer par le propriétaire. Elle se sent donc en quelque sorte piégée. Le sous-sol est dans le noir complet, on ne voit pas ce qu'il y a en bas de l'escalier, et l'homme, tenant toujours la porte de cette pièce, dit à Alexandra avec un grand sourire « Les dames d'abord ». Ce qui s'est ensuite passé n'est lié qu'à de la chance. Alexandra reçoit un SMS. Et au même moment, quelqu'un se gare dans la rue, devant la maison de l'autre côté. Elle fait donc semblant que le SMS qu'elle reçoit n'en est pas un, mais que c'est un appel. Elle mime le fait de répondre à un appel téléphonique et elle dit « Oh, t'es là? Oui, je vais sortir, t'inquiète pas. Je vais t'ouvrir la porte de derrière, comme ça tu pourras voir la maison. Elle est super, tu dois la voir. » Elle dit tout cela avec une extrême confiance. Son jeu d'actrice est parfait. Laissant le propriétaire sans voix, elle s'excuse auprès de lui et elle sort par la porte arrière. Le propriétaire, lui, est confus, il n'a pas le temps de réagir et une fois arrivée à l'extérieur de la maison, Amanda a sprinté jusqu'à sa voiture à elle et elle a quitté les lieux à toute vitesse. Une fois rentrée chez elle, Amanda a tout raconté à son petit ami, à sa mère et ensemble, ils ont pris la décision d'appeler la police. La police est venue directement au domicile d'Alexandra, là où elle vivait en attendant de trouver un nouveau logement, et ils ont décidé d'aller faire un tour dans cette maison mystérieuse. Il se trouve qu'ils ont découvert des choses effroyables. La publication concernant la recherche d'une colocataire a été supprimée car les policiers dans la maison ont découvert différentes choses. La maison a été saisie et il se trouve que c'était une propriété abandonnée. La police a découvert à l'intérieur que la pièce dont la porte était fermée, dans laquelle le propriétaire ne voulait pas qu'Alexandra regarde, était en réalité la pièce où l'homme résidait. Il y avait à l'intérieur partout tout un tas de vieilles couvertures sales,
de la nourriture pourrie. Et ce qui était encore plus effroyable, il y avait des pages déchirées de revues pour adultes, sur absolument tous les murs de la pièce. Mais ce qui était le plus effrayant était au sous-sol. L'homme avait attaché un morceau de fil de pêche, à peu près au niveau des tibias, dans les escaliers. Le sous-sol était vide, à l'exception d'un autre tas de vieilles couvertures. Il y avait un manche à balai enveloppé dans des ceintures de cuir et une petite boîte contenant quelques rouleaux de ruban adhésif. Comme vous vous en doutez, Amanda a finalement décidé de ne plus rechercher de logement mais de rester vivre quelque temps chez sa mère, le temps de se remettre de cette expérience de recherche de logement qui aurait pu lui coûter très cher. Quand j'avais 19 ans, je travaillais pour une entreprise qui affectait de la main-d'œuvre aux zones rurales d'Australie. En gros, vous leur disiez quand vous étiez disponible et ils vous envoyaient dans une ferme isolée pendant quelques semaines où vous faisiez tout ce dont ils avaient besoin. C'était un travail dur et qui durait de longues heures. Mais au bout du compte, il y avait un bon salaire et du plaisir si on se retrouvait avec un groupe de travailleurs plutôt sympa. Lorsque mon histoire s'est produite, je travaillais sur une énorme propriété. On m'a dit qu'elle couvrait à peu près la même superficie que l'État du Maryland aux États-Unis. Elle se trouvait à environ 9 heures de la ville de Sydney, et la propriété elle-même était à environ 40 minutes de la ville la plus proche. Bref, c'était au milieu de nulle part. Basim travaillait dans une ferme. Il devait s'occuper de divers tâches ici et là avec 3 autres personnes qui venaient de la même ville que lui. Ces gars avaient le même âge que lui, donc il s'entendait plutôt bien avec eux. Le patron était un homme du nom de Jerry, et ce n'était pas directement le patron de Basim, c'était surtout le propriétaire de la ferme. Il supervisait l'ensemble des tâches tout en apportant un petit coup de main aux différents travailleurs présents sur place. C'était quelqu'un de plutôt gentil, d'assez décontracté, qui ne mettait aucune pression. L'été en particulier où Basim effectuait ce fameux travail, il faisait extrêmement chaud. Donc la chaleur, et en plus faisant un travail très physique, n'aidait en rien. Un jour, alors que la température avoisinait les 40 degrés, Jerry, en tant que bon patron, a décidé d'accorder à Basim et à ses collègues une après-midi de congé. Il a dit qu'il connaissait un point d'eau, à environ 25 minutes de route vers le nord, où Basim et ses collègues pourraient se rafraîchir en se baignant un petit peu. Basim avait très envie de nager, surtout avec la chaleur qu'il y avait à ce moment-là, mais ses amis, eux, voulaient plutôt juste se prélasser à l'ombre. Alors, Jerry et Basim ont décidé de prendre la route pour aller tous deux vers le point d'eau pour se baigner. Ils ont traversé la propriété, qui consistait en soi de vide. Il y avait de la nature, mais ce n'était pas de la forêt, c'était plutôt une sorte de grande clairière. Jerry n'était pas un homme très bavard, donc le trajet s'est plutôt passé dans le silence. Et c'est au bout d'à peu près 20 minutes de trajet silencieux que là, Jerry a brisé le silence en tapant sur l'épaule de Basim et en lui disant « T'as vu ça là-bas, entre les 2 arbres morts ?» Basim a jeté un coup d'œil dans la direction qui lui était indiquée et effectivement, il a vu quelque chose qui dénotait dans le paysage. Une couleur vive qui était associée à une grosse structure. Jerry, curieux, a décidé de ne pas continuer le trajet vers le point d'eau mais de se rendre vers la fameuse structure qui avait été aperçue. Et au fur et à mesure que le véhicule s'approchait de la structure, Basim et Jerry se sont rendus compte que celle-ci était en fait un énorme conteneur bleu. Quelque chose qui n'avait rien à faire là, au milieu de nulle part. Jerry était perplexe. Basim lui a demandé s'il savait ce que cette structure faisait là, mais il a répondu que non. Il ne l'avait jamais vue par le passé, et la dernière fois qu'il était passé sur cette route, c'était il y a 5 semaines. Et cette structure, il en est sûr, n'était pas là. Donc ce conteneur se trouve dans cette zone depuis récemment, moins d'1 mois. Étant propriétaire de la propriété, il voulait savoir ce que cette structure faisait là. Ils se sont stationnés à une centaine de mètres du conteneur. Basim n'avait qu'une envie, partir parce qu'il avait un très mauvais pressentiment. Et il avait raison. Parce qu'en s'approchant du conteneur, il a remarqué qu'il y avait un gros générateur derrière celui-ci et que sur chaque côté, il y avait des caméras de vidéosurveillance. Elles étaient activées par mouvement. Une petite lumière rouge s'activait à chaque mouvement de Basim et de Jerry. Basim essayait de convaincre Jerry qu'il fallait partir et lui disait qu'avec toutes les sécurités qu'il y avait autour du conteneur, quelqu'un ne voulait pas que des inconnus s'en approchent. Mais Jerry lui a rappelé que c'était sa ferme, que cette propriété lui appartenait et donc il avait totalement le droit de savoir ce que cette structure faisait ici. Sur l'immense porte du conteneur, il n'y avait qu'un petit cadenas, facile à couper. Et fort heureusement dans son véhicule, Jerry avait un coupe-boulon dont il s'est servi pour casser le cadenas et ouvrir la porte du conteneur. La première chose que Basim a remarqué une fois rentré à l'intérieur, c'est le courant d'air froid qui se dégageait. L'endroit était climatisé, c'était certain.
La température qu'il y avait à l'intérieur était presque agréable par rapport à la température qu'il y avait dehors. Bien que l'endroit était totalement sombre, Basim était certain de reconnaître une installation informatique. Il entendait comme le bruit d'un ventilateur, comme si plusieurs serveurs tournaient en même temps à l'unisson. C'est en allumant les lumières que là, les deux hommes ont vu qu'il y avait comme une sorte de bureau assez sophistiqué. Il y avait des écrans d'ordinateur installés ici et là, sur le bureau. Des disques durs qui traînaient, parfois empilés sur le bureau. En voyant tout cela, Basim n'en croyait pas ses yeux. Il pensait être dans un rêve absurde, quelque chose qui n'avait absolument aucun sens. Pourquoi y aurait-il une installation informatique au milieu de nulle part, dans une ferme qui appartient à quelqu'un? Basim et Jerry se sont dirigés vers les ordinateurs pour voir s'il y avait quelque chose qui pourrait leur donner des informations afin qu'ils puissent comprendre le sens de tout ce qu'ils avaient devant les yeux. Le cœur de Basim battait très rapidement, il sentait que quelque chose n'allait pas. Il sait que les caméras l'ont vu lui et Jerry, donc la personne à qui appartient toute cette installation est au fait qu'il y a des intrus. Les deux hommes n'ont pas réussi à comprendre ce qu'il y avait sur les ordinateurs. Il y avait des téléchargements en cours, des conversations, rien qui n'a permis à comprendre aux deux hommes ce qu'il se passait ici. Ne comprenant pas comment se servir des ordinateurs, Basim décide de regarder ce qu'il y a dans des boîtes qui se trouvent autour du bureau. Et le contenu qu'il a trouvé à l'intérieur lui ont donné envie de vomir. À l'intérieur, il y avait des photos, des DVD, même des affiches de contenu mettant en scène des enfants dans des situations extrêmement malsaines. Tout était disposé d'une manière extrêmement soignée. Les personnes à qui appartenait le conteneur étaient des spécialistes et ils étaient très organisés. Immédiatement, après avoir vu ce spectacle horrible, Basim s'est précipité vers Jerry et lui a dit ce qu'il avait vu difficilement et il l'a traîné à l'extérieur. Il a réussi à lui expliquer en détail ce qu'il avait vu et ensemble ils ont ensuite quitté les lieux promptement. Une fois de retour à la ferme, la police a été contactée. Mais la ferme étant assez isolée, la police a mis énormément de temps à venir, mais elle est arrivée sur place. Basim et Jerry ont emmené les officiers de police sur place, au conteneur, là où ils avaient fait leur terrible découverte. Mais une fois qu'ils sont arrivés, le conteneur était en feu. Les flammes sortaient de l'intérieur de celui-ci. Et à l'aide de deux extincteurs que Jerry et Basim avaient dans leur véhicule, ils ont pu maîtriser en quelque sorte les flammes. Les policiers ont ensuite inspecté l'intérieur du conteneur, mais plus rien ne se trouvait à l'intérieur. Il y avait toujours les ordinateurs, mais tout avait brûlé, donc c'était inutilisable. Les cartons dans lesquels Basim avait vu différents éléments choquants avaient disparu. Et il se trouve que les personnes à qui appartenait le conteneur avaient réussi à prendre la fuite après avoir détruit toutes les preuves qui auraient pu les incriminer. Les policiers ont eu mal à croire tout ce que Basim et Jerry ont pu leur raconter, donc ils n'ont pas réellement suivi cette affaire de près. Basim, lui, a essayé d'avoir de nouvelles informations, mais il n'a jamais réussi à apprendre si sa découverte était liée à autre chose et si les personnes qui étaient les propriétaires du conteneur avaient été mis hors d'état de nuire. Et bien que toute cette histoire soit très floue, qu'il n'y ait aucune preuve qui ait pu être récoltée pour la police et qu'aucun individu n'a pu être arrêté, cette histoire hante encore aujourd'hui les pensées de Basim. J'ai toujours eu une peur innée de la nuit. Pas tant de l'obscurité que de la nuit elle-même. Enfant, mon imagination était envahie par des histoires de créatures qui prennent vie uniquement la nuit. Je n'ai jamais eu quelque chose qui me permettait de fonder cette peur jusqu'au soir où j'ai décidé d'aller avec un de mes amis à un match de baseball et je me suis retrouvé coincé à un feu rouge à 2h du matin après l'avoir déposé chez lui. Bien sûr, ce soir-là, le match s'est prolongé en manche supplémentaire et j'ai donc eu l'occasion de ramener mon ami à la maison que après 1h du matin. Tout allait bien sur le chemin de retour à la maison jusqu'à ce que je me retrouve à un feu, à un carrefour hanté. Je devais tourner sur la gauche. C'était un feu étonnamment long, tellement long que vous pensez qu'il est cassé jusqu'à ce qu'il devienne vert. Bien sûr, quand le feu était rouge, je me suis arrêté. Gary nous dit qu'il aurait pu griller le feu rouge, mais étant quelqu'un de consciencieux, il s'est dit qu'il n'allait pas prendre le risque, bien qu'il n'y avait personne sur la route. Il était tard, les rues étaient désertes, qui aurait pu le remarquer ? Mais on ne sait jamais, le danger peut venir de là où on s'y attend le moins, donc Gary a bien fait de choisir la solution de la sécurité. Il n'était pas très à l'aise et il était très pensif en attendant que le feu passe au vert. Il repensait à quelque chose qu'on lui avait dit plus tôt dans la semaine, la phrase qui est que le caractère de quelqu'un se montre quand personne ne regarde. Et il se trouve que, voulant s'affirmer un petit peu, dépasser cette peur qu'il avait de la nuit, Gary s'est dit que ce soir-là, il allait prendre confiance bien qu'il n'était pas à l'aise. Il était là,
arrêté, légèrement éclairé par la lumière du feu rouge, plutôt bien dans sa peau, content de la soirée qui venait de passer. Et c'est là, en regardant autour de lui, qu'il a vu une femme assise sur un banc qui se situait à sa gauche. Elle était seule et Gary en est certain, il a établi un contact visuel avec cette dame. Gêné, il a rapidement détourné le regard, mais il a compris que c'était trop tard. Dans sa vision périphérique, il apercevait la femme se mouvoir et se déplacer dans sa direction. Il a reposé le regard sur elle, et là il a vu qu'elle portait un sac. Bien qu'il voulait jouer, entre guillemets, l'homme, fort, il s'est quand même assuré que ses portières de voiture étaient bien verrouillées. Il a déplacé son pied droit au-dessus de l'accélérateur, au cas où qu'ils doivent partir précipitamment. Il voulait être prêt pour toute situation qui pouvait se produire. Intérieurement, il espérait qu'il allait avoir un échange un tout petit peu gênant, mais sans plus. Il espérait aussi que le feu passe au vert avant que la femme atteigne son véhicule pour partir directement et ne pas avoir ce fameux échange gênant. La dame s'est dirigée côté conducteur, à la fenêtre de Gary, elle a posé son sac sur le sol et elle a commencé à taper à la fenêtre de Gary. Gary nerveusement a posé ses yeux sur elle et elle lui a fait signe de baisser sa fenêtre. C'est ce qu'il a fait, mais en gardant toujours un aspect assez sécurisé. Il n'a pas ouvert la fenêtre en grand, il a juste laissé un espace de quelques centimètres. Cette femme s'est penchée dans l'ouverture de la fenêtre et elle a dit que son petit ami l'avait battue, qu'elle s'était donc enfuie et en gros elle demandait à Gary si elle pouvait la déposer chez elle. Cette dame était maigre, on n'arrivait pas à déterminer son âge, soit elle avait la vingtaine mais elle vivait clairement dans la rue et donc elle faisait beaucoup plus, soit elle avait après la soixantaine. Tout ça pour dire qu'il était très difficile d'estimer l'âge de cette femme. C'était une femme qui avait l'air d'avoir été battue par la vie, selon ce que dit Gary, et quelque chose qui l'a mis très mal à l'aise, c'est qu'elle agissait bizarrement, presque de manière robotique. Elle regardait autour d'elle, c'était pas un comportement naturel. Gary lui a donc dit que il était jeune conducteur, qu'il n'avait pas le droit normalement de sortir si tard la nuit, donc il devait rentrer chez lui rapidement. Mais la femme lui a reparlé, lui a redit les mêmes mots, qu'elle était battue par son petit ami et qu'elle devait rentrer chez elle, mais elle l'a dit d'une manière presque robotique, comme si elle répétait un discours. C'est là que le feu est passé au vert. Gary a commencé à faire avancer sa voiture très lentement, et c'est là que la femme lui a dit quelque chose qui l'a marqué à jamais. Lui marmonnait des excuses en disant qu'il devait y aller. La femme s'est penchée, elle a posé ses yeux sur le feu qui était passé au vert, et elle a dit « Tu as pris la bonne décision. » Puis elle a ramassé son sac, et elle est retournée s'asseoir sur le banc où elle était quand Gary l'a vue la première fois. Gary est parti, et sur le reste du trajet, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a crié, car bien qu'il ne savait pas ce que cette dame avait prévu de faire, il sait qu'il a échappé à quelque chose de dramatique. Il ne sait pas si des gens avaient prévu de sauter dans sa voiture s'il déverrouillait les portières, s'il allait se faire enlever, attaquer, mais cette rencontre lui a donné une bonne raison d'avoir peur la nuit et l'a confirmé dans l'idée que quand le soleil n'est plus dans le ciel, rien de bon ne se produit. Cette histoire s'est produite quand j'étais à l'université. J'habitais à Isla Vista, la communauté étudiante de l'UCSB, connue pour être une école très fêtarde, une école à la hauteur de sa réputation. J'aime faire la fête, mais mon Dieu, ces gens étaient hors du commun. Tous étaient des fêtards invétérés. Il y avait beaucoup de personnes qui se mettaient dans des situations dangereuses, qui buvaient trop et qui ne faisaient pas attention. Ils ne fermaient pas les portes de chez eux. Il y avait une ambiance très isolée, et tous ceux qui traînaient là n'étaient pas forcément que des universitaires. Mais un soir, après avoir bu quelques verres, je suis rentré dans ma petite maison où j'habitais avec deux autres filles, probablement vers 2h30 du matin. Nous étions tous des étudiantes sérieuses. Personnellement, j'étais probablement la moins sérieuse en réalité. Et quand nous faisions la fête, ce n'était pas des grosses soirées, mais plutôt des petites réunions entre copines. Nous avions souvent quelques personnes qui passaient la nuit, qui dormaient sur nos meubles, ou dans nos lits, ça dépendait. Mais cette nuit-là, mes colocataires avaient reçu quelques personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai vu en rentrant chez moi que l'une d'elles avait choisi de dormir sur le canapé à cause de l'ombre que j'y voyais. Je n'ai pas utilisé la lumière pour ne réveiller personne, mais alors que je passais devant le canapé pour entrer dans ma chambre, j'ai remarqué que la silhouette était très raide. Il y avait comme une énergie étrange dans cette silhouette. C'était un homme qui était allongé, mais c'était comme si c'était quelqu'un qui cherchait à rester immobile et rigide, alors que cette personne était bien éveillée. J'ai fait une pause et ce mec a rapidement levé la tête pour me faire face.
sans bouger ses membres, mais c'était si rapide que ça m'a surprise. Je pouvais voir ses grands yeux, ouverts, briller dans le noir. Lisa, en voyant ça, pense qu'en fait elle a surpris l'homme qui était dans le lit. Peut-être qu'il a été réveillé par la venue de Lisa et donc il s'est dit qu'il y avait un problème. Elle a donc fait comme si de rien n'était, même si elle était un peu mal à l'aise, et elle s'est précipitée dans sa chambre. Elle a fermé sa porte et pour éviter de prendre le moindre risque, pensant peut-être que cet homme était ivre et qu'il aurait pu essayer de faire quelque chose, elle a fermé à clé. Et elle s'est ensuite posée tranquillement dans son lit, pensant être en sécurité pour s'endormir. C'est vers 4h30 qu'elle s'est réveillée et elle a entendu un bruit sur sa porte de chambre, comme si quelqu'un tapotait très doucement. Elle est restée immobile dans son lit, à écouter les sons. Et elle a entendu toujours ce bruit de tapotement, mais aussi le bruit de quelqu'un qui gratte à la porte. Ces bruits ont commencé à être de plus en plus forts, ce qui a fait comprendre à Lisa que la personne ne grattait pas forcément qu'à une main, mais avec les deux mains. Ça crée un son pas extrêmement fort, mais suffisamment fort pour qu'on puisse l'entendre clairement, et qui mettait une atmosphère très stressante. Mal à l'aise, Lisa a pris son téléphone pour envoyer un message à sa colocataire et lui a dit « Ton ami, il me fait peur. Est-ce qu'il a pris des substances? Est-ce qu'il a trop bu? Mais en tout cas, parle-lui. » Elle a également envoyé le même message à son autre colocataire. Comme ça, elle se dit que si c'est l'ami de l'un ou de l'autre, eh bien, quelqu'un ira lui parler. Et pendant qu'elle envoie les messages et qu'elle attend des réponses, le bruit qu'il y a sur la porte, lui, continue. Un nouveau son ensuite se fait entendre, le son de la poignée qui est utilisée, comme si quelqu'un clairement cherchait à entrer dans la chambre. N'ayant pas de réponse et étant mal à l'aise de la situation qu'elle est en train de vivre, Lisa décide cette fois-ci non pas de renvoyer un message, mais d'appeler ses colocataires, même si elle n'a pas très envie de montrer qu'elle est réveillée dans sa chambre. Lisa a réussi à avoir une de ses amies et quand son amie a décroché, le bruit sur la porte s'est arrêté net. Elle dit donc à la personne qu'elle est en ligne que son amie la dérange, est-ce qu'elle peut lui parler parce que c'est chiant, est-ce qu'il faut appeler la police peut-être? Et c'est là qu'il y a un silence. Et le silence est brisé par la colocataire qui lui dit « Mais quel ami? On n'a invité personne ce soir. » C'est là que l'adrénaline de Lisa est montée en flèche. Elle a dit à sa colocataire qui était dans sa chambre de verrouiller la porte. Et en disant cela, Lisa se dit que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas entendu la personne gratter, donc peut-être que cet homme, qui était du coup nullement invité par les personnes qui vivaient dans la maison, était peut-être allé taper aux autres chambres. C'est là qu'elle a entendu un énorme bruit de l'autre côté de la maison. Énorme bruit, suivi par des cris. Lisa reconnaît ces cris, c'était le cri de ses colocataires. Il se trouve que ces deux autres colocataires partageaient la même chambre, il n'y avait que Lisa qui avait sa chambre à elle. Et avec tous les sons qu'elle entend, Lisa comprend ce qu'il se passe. L'homme qui grattait à sa porte est allé à la porte de la chambre des colocataires et il tapait frénétiquement dessus. Lisa ne se fait pas prier. Elle appelle la police. 2 voitures de police sont envoyées et Lisa nous explique que la police de là où elle vit est habituée à gérer des personnes qui ont consommé trop de boissons. Lisa est restée au téléphone avec l'opératrice, elle qui l'a rassurée. Elle comprenait que la situation était problématique parce qu'elle entendait dans la voix de Lisa qu'elle était totalement paniquée. Et alors qu'elle est au téléphone avec l'opératrice, elle pose ses yeux sur sa porte et elle descend son regard jusqu'au sol. Et elle voit que quelqu'un a glissé ses doigts dans l'interstice de la porte. Et la personne qui avait placé ses doigts grognait de derrière la porte, tellement fort que même l'opératrice du 911 au téléphone entendait les grognements de l'homme. Entendant cela, elle a voulu rassurer Lisa en lui disant que la police était bientôt arrivée. Lisa a crié en voyant le comportement de l'homme, elle s'est reculée un petit peu et elle a entendu les sirènes de police à l'extérieur de la maison. À la seconde où les sirènes de police se sont fait entendre, elle a vu les doigts de l'homme sous la porte se retirer et elle l'a entendu se précipiter jusqu'à la baie vitrée. Après ça, elle a entendu un bruit au niveau de la baie vitrée, elle était utilisée, l'homme, en fait, prenait la fuite. La police a toqué à la porte, toutes les filles de la maison leur ont ouvert, la police a fait le tour du logement et il se trouve que l'homme en fait était rentré par réfraction. Il avait réussi à rentrer par la baie vitrée qu'il a utilisée pour s'enfuir et malheureusement la police n'a jamais réussi à mettre la main sur lui. Ce qui a effrayé Lisa dans cette histoire, c'est qu'elle s'est retrouvée face à face avec cet homme, elle l'a croisé, elle a été proche de lui et pendant ce court instant, il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Elle se rend compte également que quand elle l'a vu sur le canapé, il n'était pas là en train de squatter et de dormir, il était en fait là en train d'essayer de se cacher. Peut-être qu'il cambriolait la maison et qu'en entendant Lisa rentrer, il a cherché une cachette et la première qu'il a trouvée, c'était une cachette qui se trouvait au niveau du canapé. Ce qui fait aussi froid dans le dos pour Lisa et pour tous ceux qui ont lu cette histoire, c'est que cet homme s'est aventuré dans le logement alors que les 2 colocataires de Lisa s'y trouvaient déjà et étaient en train de dormir tranquillement dans leur chambre.
Je profite de cette interlude pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici si vous souhaitez me partager une histoire flippante qui vous est arrivée. Et si maintenant vous êtes prêts, que vous avez pu aller vous chercher à boire ou à manger, nous allons voir ensemble la deuxième partie de cette vidéo. Je suis nouveau sur Reddit et je viens juste de découvrir ce forum, ce qui est plutôt cool. Je peux enfin partager l'histoire qui m'est arrivée. Je sais que vous avez probablement déjà entendu beaucoup d'histoires et qu'il n'y a aucun moyen réel de vérifier la mienne. Mais ce que je m'apprête à vous raconter est 100% vrai. Je dois bien l'admettre, je n'ai pas assez de talent pour inventer ça. Jason nous dit que 2 ans avant qu'il partage son témoignage, il a emménagé dans une nouvelle maison, dans un quartier qui était en construction en Australie. Il était l'un des premiers à emménager dans ce quartier, toutes les maisons n'étaient pas encore finies, et c'est pas quelque chose qui le dérangeait plus que ça. Lui, ce qu'il recherchait avant tout, c'était d'avoir son indépendance, donc il était très heureux d'avoir accompli ce but, et donc de commencer enfin sa vie d'adulte. Les premières semaines suite à l'emménagement de Jason se sont passées plutôt bien. Il avait emménagé avec son chien, donc ses journées étaient plutôt répétitives. Il se prélassait tranquillement chez lui, de temps en temps il sortait son chien dans son quartier qui était très tranquille, sachant qu'il était le seul à y vivre pour le moment. Et pour nous donner un peu plus de contexte, Jason explique que bien que toutes les maisons n'étaient pas encore achevées, les routes, elles, l'étaient. Le quartier était plutôt bien délimité, et c'est au cours de ses nombreuses balades qu'il a pu se faire un peu plus une idée de comment était le quartier où il avait emménagé. En fait, il s'est rendu compte que la maison où il vivait était la seule qui était terminée avec la maison qui se trouvait juste en face de chez lui. Toutes les autres maisons, elles, n'étaient pas encore terminées. Par contre, ce qu'il a vu, c'est que bien que la maison qui était en face de chez lui était terminée, personne ne semblait y vivre. Il n'avait vu aucune activité au travers des fenêtres, donc pour lui, il était toujours le seul à vivre dans le quartier. Pour contextualiser encore un peu, Jason raconte qu'à la gauche de sa maison, à une centaine de mètres à peu près, se trouve une immense colline. Il y a sur cette colline un champ, et curieux de savoir s'il pouvait y promener son chien, car ça faisait un espace naturel juste à côté de là où il vivait, Jason s'est renseigné et il a appris que cette fameuse colline appartenait en quelque sorte à la mairie et que c'était une zone interdite. Il n'y avait pas le droit de passer sur cette colline et personne n'avait le droit non plus de construire quoi que ce soit sur celle-ci. Jason était un peu curieux de savoir pourquoi la mairie refusait que quelqu'un aille sur la colline, mais il ne s'est pas renseigné plus que ça. Lui a décidé de continuer sa petite vie. De toute manière, il n'était pas tenté plus que ça d'aller se balader là-bas, car en plus, il y avait une clôture qui empêchait l'accès. Et il n'avait pas du tout l'envie d'essayer de franchir la clôture et de potentiellement avoir des problèmes avec la mairie. Il s'est dit qu'il allait rester chez lui dans son quartier bien tranquillement. Donc, cherchant un petit peu de nature autour de chez lui, Jason s'est pas mal promené en compagnie de son chien et il a remarqué qu'il n'y avait pas très loin de chez lui une ferme qui semblait abandonnée. La nature avait un peu repris ses droits sur place, donc pour Jason, c'était bénéfique car il emmenait son chien là-bas pour le lâcher, lui enlever sa laisse afin qu'il puisse courir un petit peu. C'était un endroit totalement délabré, inhabitable, donc il était sûr et certain que personne ne pouvait vivre à l'intérieur. Mais malgré tout cela, cette apparence un petit peu lugubre, Jason trouvait l'endroit très agréable car il pouvait passer un bon moment avec son chien là-bas. Il n'a jamais ressenti de malaise particulier. C'est environ 1 mois ou peut-être 2 après avoir emménagé dans sa nouvelle maison qu'un matin, Jason s'est réveillé avec un son inhabituel. Le son qu'il a entendu était le son d'un violon. C'était suffisamment fort pour le réveiller, mais ce son se trouvait également à une certaine distance. C'était pas quelqu'un qui jouait à sa fenêtre. La mélodie était très agréable, et la première chose à laquelle Jason a pensé, c'est que des voisins avaient emménagé dans le même quartier que lui. Il était excité, il se disait qu'il allait enfin avoir des gens à qui parler, qu'enfin une vie de quartier allait se créer. Il s'est donc précipité à sa fenêtre qui donnait directement sur la maison d'en face. Pour lui, c'était sûr, si des gens devaient emménager dans le quartier, ils allaient forcément emménager dans la maison en face de la sienne, sachant que c'était la seule qui était terminée. Sauf que, comme d'habitude, il n'a vu aucune activité dans la maison qui était en face de la sienne. Il s'est donc habillé pour essayer de voir d'où venait le fameux bruit de violon, la fameuse mélodie, mais dès qu'il est sorti
de chez lui, la mélodie s'est directement arrêtée. Il n'a pas pu voir à ce moment-là qui jouait du violon, donc Jason est rentré chez lui et il a attribué cet événement à quelque chose de totalement anodin. Sauf que il a commencé à entendre cette mélodie de plus en plus régulièrement, à peu près tous les 2 jours. Ça le réveillait, puis quand il essayait de voir d'où le son venait, le son disparaissait. C'est pas quelque chose qui agace Jason plus que ça, c'est plutôt quelque chose qui éveille sa curiosité. Donc, voulant savoir d'où vient cette mélodie qui joue du violon, un jour, dès qu'il entend de nouveau cette fameuse mélodie, il saute du lit de manière précipitée, il se force à se réveiller rapidement et il va à l'extérieur en toute hâte. Et c'est là qu'il a pu enfin voir d'où venait cette fameuse mélodie. Il a aperçu une silhouette et il en est sûr, c'est cette silhouette-là qui jouait du violon, mais cette silhouette se trouvait à un endroit assez particulier car la personne à qui appartenait cette silhouette jouait du violon depuis la colline, fameuse colline qui était interdite d'accès. Il était très tôt. Le jour venait à peine de se lever et donc Jason avait un peu de mal à voir des détails sur la personne qui jouait du violon. À la vue de la silhouette, il avait l'impression que c'était une personne qui était plutôt grande et en même temps que cette personne jouait du violon, elle semblait également comme valser au rythme de la mélodie jouée. Jason a quitté la silhouette des yeux quelques secondes, le temps de prendre le journal qui avait été déposé au pied de sa porte, mais ce laps de temps a suffi pour que la personne qui jouait du violon ne s'arrête. Quand Jason a reposé ses yeux sur celle-ci, la personne était toujours là, mais elle semblait comme tourner dans sa direction. Il a fallu patienter seulement quelques secondes pour que Jason commence à ressentir un certain malaise. Donc, ayant un petit peu la chair de poule, Jason décide de rentrer chez lui et d'abandonner la silhouette à ses occupations. Mais ce que Jason ne savait pas, c'est que après avoir rencontré la silhouette de la personne qui jouait du violon, sa vie allait changer. Effectivement, après ces événements, au cours de ses différentes balades, alors qu'il promenait son chien, Jason a remarqué de temps à autre des empreintes de pas autour de sa propriété. Et il en est sûr, ce n'étaient pas ses propres empreintes de pas. Jason n'a pas tout de suite dramatisé la situation. Il a réfléchi de manière très rationnelle en se disant que c'était probablement les empreintes de pas de personnes qui habitaient dans d'autres zones d'habitation, dans d'autres quartiers, qui étaient peut-être curieux de voir comment avançaient les travaux du quartier où vivait Jason. Les bruits de violon étaient de moins en moins fréquents, mais ils ont été remplacés par des bruits de pas. Des bruits de pas qui étaient assez forts, qui réveillaient Jason, donc pour lui, les personnes qui marchaient directement autour de sa propre maison. Et bien qu'il entendait ces sons, il n'a jamais vu personne rôder dans le quartier. Il a également retrouvé des outils comme des pelles, des râteaux, outils qu'il attribuait aux ouvriers qui étaient censés finir les différentes maisons. Donc il n'a pas été inquiet au début, mais c'est en réfléchissant un petit peu à la situation que là, il s'est posé quelques questions. Car il a certes retrouvé des outils, mais il n'a jamais vu le moindre ouvrier travailler dans le quartier. Les événements ont commencé également à se produire quand il était au travail. Effectivement, on l'appelait à son poste de travail et on raccrochait immédiatement, comme si quelqu'un cherchait à lui faire une sorte de farce au téléphone ou à le déranger. Un soir, alors que j'allais me coucher, j'ai éteint la télévision dans le salon et j'ai encore une fois pu entendre un faible son, le bruit d'un violon qui jouait, mais ce son semblait plus étouffé et plus répété. Ça m'a donné des frissons instantanément. Il devait être aux alentours de minuit, et ce n'était pas l'heure habituelle à laquelle je l'entendais jouer. Normalement, c'était plutôt le matin que je pouvais entendre cette mélodie. Donc je me suis dirigé vers la fenêtre, vers l'entrée, et j'ai jeté un coup d'œil pour voir s'il y avait de la lumière dans la maison en face de la mienne. Et j'en ai vu une, mais ce n'était pas une lumière produite par une ampoule, c'était plutôt de la lumière créée par une bougie. Je voyais la lumière vaciller au niveau de la fenêtre en face. Et la musique qui était jouée venait comme d'un vieux tourne-disque. Mais pendant à peu près 10 minutes, le temps où j'ai regardé au travers de la fenêtre, je n'ai vu aucun mouvement à l'intérieur de la maison. Évidemment, c'est quelque chose qui n'a pas rassuré du tout notre ami Jason. Il s'est donc éloigné de la fenêtre et au bout de 5 minutes, après avoir quitté son poste d'observation, là, la musique que Jason entendait s'est arrêtée net. Curieux, Jason est retourné à la fenêtre et cette fois-ci, dans la maison d'en face, il ne voyait que l'obscurité. La bougie avait été éteinte. Il n'a jamais vu personne et pendant un moment, il se demandait qu'est-ce qu'il se passait dans la maison qui était en face de la sienne. C'était une question qui le rongeait énormément, qui lui créait énormément de peur. Donc il était lui-même de moins en moins à l'aise dans sa propre demeure. Il commençait à avoir peur
de s'y retrouver seul, donc il a invité de temps à autre assez régulièrement des amis pour justement ne pas affronter ce sentiment de solitude. Comme vous pouvez vous en douter, quand Jason n'était pas seul, il ne se passait absolument rien. Pas d'événements étranges dans la maison d'en face, pas de silhouette mystérieuse qui jouait du violon en haut de la colline. Donc, sans preuve, Jason a préféré garder tout ce qu'il avait vécu pour lui pour éviter qu'on le prenne pour un fou. Mais ce que Jason ne savait pas, c'est que tous les événements qu'il avait vécus jusqu'à présent ne sont rien comparés à ce qui l'attendait par la suite. Il faut savoir que dans la maison de Jason, il y a un bureau qui lui appartient, qu'il a placé dans le salon juste à côté d'une fenêtre. Cette fenêtre donne directement sur une clôture qui fait le tour de la propriété de Jason. Cette clôture est en métal, elle n'est pas très longue, mais en tout cas elle est assez haute. Si on marche à côté, on ne peut pas regarder au-dessus, sinon il faut vraiment sauter pour essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la clôture. Donc, n'ayant aucun vis-à-vis, Jason ne s'est jamais dit qu'il allait mettre un rideau à la fenêtre à côté de son bureau. Il s'est toujours dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'il pouvait garder son intimité sans avoir à recouvrir la fenêtre. On était un soir. Jason jouait tranquillement aux jeux vidéo sur son bureau, là où il avait son ordinateur. Il avait ses écouteurs dans les oreilles. Il s'était mis dans la pénombre la plus totale pour être vraiment en immersion devant son jeu. Et en plus, c'était quelque chose qu'il adorait. Il se sentait vraiment dans un petit cocon quand il faisait ce genre de choses. Il était en train de jouer tranquillement. Il ne repensait pas à tout ce qu'il avait vécu. Vraiment, il arrivait à passer un bon moment de détente. Et il s'est dit qu'il allait à un moment donné faire une pause pour aller se chercher à boire dans son frigo. Tout était calme, très silencieux. Le seul bruit que Jason pouvait entendre, c'était le bruit de son jeu dans ses écouteurs, qui était assez faible. Il allait dans la cuisine, chercher de quoi se désaltérer, et en fermant le frigo, il s'est retourné vers son bureau. Et il avait également une vue sur la fenêtre qu'il y avait juste à côté. De la cuisine, il pouvait voir à l'extérieur de chez lui. Et il a vu deux lumières très faibles. Il n'a pas compris ce que c'était, c'est quelque chose qui a juste attisé sa curiosité, donc il s'est rapproché des fameuses lumières, il ne les a pas quittées des yeux. Il a marché doucement vers ces dernières, et c'est en se rapprochant que Jason a pu voir ce qu'étaient ces fameuses lumières. C'était des yeux qui regardaient Jason, juste au-dessus de la clôture en métal, qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas cligné. Et c'est en découvrant cela que Jason s'est figé sur place. Il a presque perdu l'usage de son corps à ce moment-là, tellement il a été surpris. Il a failli faire tomber la boisson qu'il avait pris un peu plus tôt. Et il était totalement tétanisé, il n'arrivait pas à détacher son regard des yeux qui se trouvaient à l'extérieur. Son cerveau en fait n'arrivait pas à assimiler l'information que quelqu'un le regardait de derrière la clôture et au travers de la fenêtre de chez lui. Et c'est là que Jason a lâché prise. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est écroulé au sol. Une fois au sol, ayant quitté de vue les yeux qui le regardaient, il s'est précipité contre le mur pour se cacher. Il était en panique totale, il avait son cœur qui battait très rapidement, comme si son cœur voulait s'enfuir de sa propre poitrine. Et alors que Jason était là, à paniquer et à se demander ce qu'il devait faire, un son a brisé toutes ses pensées. Et ce son, il le connaissait. C'était un son de violon. Jason a reconnu la mélodie, mais ce qui n'a fait qu'augmenter sa peur, c'est que cette fois-ci, le son était fort. Il n'a jamais aussi bien entendu la mélodie jouer, ce qui a fait comprendre à notre ami que la fameuse silhouette qui se trouvait bien plus tôt sur la colline était maintenant juste à côté de chez lui. Les lumières dans la maison de Jason sont toutes éteintes. La seule source de lumière, c'est son écran d'ordinateur. Donc Jason veut se lever pour éteindre l'ordinateur et faire croire qu'il n'y a vraiment personne, sauf qu'il est déjà trop tard. De plus, chose qui ne fait qu'accentuer la détresse de notre ami, c'est que la mélodie que Jason entend est légèrement différente. C'est comme si la personne jouait la musique mais en accéléré, d'une manière frénétique. La personne ne prend pas son temps de jouer toutes les notes qui composent la mélodie, mais c'est comme si cette personne se presse de la jouer. Jason était comme hypnotisé par la fameuse musique du violon, mais un autre son l'a fait sortir de ses pensées. Ce son, c'est un aboiement. Rappelez-vous, Jason avait un chien, et il se trouve que le quartier étant très tranquille, Jason ne voyait aucun souci à laisser son chien dehors tranquillement, dans le jardin. Sauf que, juste après l'aboiement, la mélodie du violon s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée et a été remplacée par des bruits de pas se dirigeant vers le jardin. Jason comprend que la personne qui le regardait, qui a joué du violon, allait maintenant directement vers son jardin. À ce moment-là, Jason a une pensée.
pour son chien. Il se dit qu'il est inconcevable qu'il arrive quoi que ce soit à son chien, donc il se précipite en direction de la porte qui mène au jardin, toujours en restant caché. Il a ouvert la porte et habituellement, quand Jason ouvrait la porte, le chien comprenait qu'il était temps de rentrer, sauf que là, il ne bougeait pas. Jason n'avait pas du tout envie de sortir, mais le bien-être de son chien était ce qui comptait par-dessus tout, donc il l'a attrapé par le collier et il l'a forcé à rentrer à l'intérieur de la maison. Le chien était un labrador, donc il pesait son poids, ça n'a pas été une mince affaire de le faire rentrer dans la maison. C'est juste avant de fermer la porte que là, Jason a entendu de nouveau des bruits de pas sur le côté de sa maison. Mais cette fois-ci, les bruits de pas semblaient s'éloigner. Mais pas s'éloigner comme si quelqu'un prenait la fuite. Il s'éloignait, puis il se rapprochait légèrement, puis s'éloignait de nouveau. Comme si quelqu'un quittait petit à petit les alentours du domicile de Jason en faisant une valse. Jason a finalement fermé la porte, il s'est mis juste à côté de son lit avec son chien et comme vous pouvez vous en douter, il n'a pas dormi de la nuit. Il n'a pas entendu d'autres sons de violon, pas d'autres bruits de pas et c'est aux petites lueurs du matin que là, il a pris son téléphone portable pour contacter la police. La police est venue, mais ils n'ont rien trouvé. Pas d'homme mystérieux ou dangereux qui rôdait dans le coin, juste des traces de pas autour du domicile de Jason. Et ce qui était très surprenant, c'est que, à part lui, personne ne fait mention d'une mélodie de violon qui a été entendue. Jason avait l'impression d'être fou, mais la police a décidé de le rassurer et les agents de police lui ont promis qu'ils allaient patrouiller de temps en temps pour voir si jamais quelque chose du même type se reproduisait. Sauf que la fameuse soirée de terreur que Jason a vécue était sa dernière rencontre avec la personne qui jouait du violon et qui l'avait terrorisé. Il n'a plus jamais rien entendu de la sorte et c'est à partir de ce moment-là que des gens ont commencé petit à petit à emménager dans son quartier. Aujourd'hui, le quartier est bien rempli, il ressemble à un quartier comme les autres, mais les événements que Jason a vécu l'ont marqué à vie, ce qui fait qu'il a installé par exemple des rideaux sur la fenêtre qui n'en avait initialement pas, de peur de retomber sur les yeux qui l'ont terrorisé. Une amie de ma mère vivait dans un complexe d'appartements à Séoul. Elle était mère au foyer, elle avait une fille et son mari, lui, travaillait pendant la journée. Un jour, elle rentrait des courses avec sa fille et elle a pris l'ascenseur de son immeuble, comme à son habitude. C'est en montant à l'intérieur qu'elle a remarqué qu'il y avait un homme portant une casquette et un imperméable jaune. Cet homme gardait la tête baissée pour qu'on ne puisse pas vraiment voir son visage. À la vue de cet homme, elle s'est sentie immédiatement très mal à l'aise et elle a mis sa fille juste à côté d'elle le plus loin possible de l'homme. Ce qui la mettait encore plus mal à l'aise, c'est que lorsqu'elle a appuyé sur le bouton de son étage, elle a remarqué qu'aucun autre numéro n'était allumé. En plus de ça, elle a remarqué que l'homme avait quelque chose enveloppé dans du papier journal juste à côté d'elle. Évidemment, c'est quelque chose qui a extrêmement paniqué Carrie. Elle était inquiète pour elle-même, mais surtout pour sa propre fille. Elle a donc décidé de sortir son téléphone portable et de faire comme si elle était au téléphone avec son mari pour ne pas transmettre le fait qu'elle était mal à l'aise. Au téléphone, Carrie n'a pas réussi à avoir son mari, mais elle fait comme si elle avait quand même réussi à l'avoir et elle mime le fait de parler avec lui. Elle fait la conversation seule et elle dit qu'elle va bientôt arriver. En gros, ce qu'elle veut faire comprendre, c'est que son mari est à la maison et qu'il l'attend tranquillement. Finalement, l'ascenseur arrive à l'étage où vit Carrie et sa fille, le 12e à peu près. Elle sort de l'ascenseur et il se trouve que quelques secondes après qu'elle a quitté l'ascenseur, l'homme avec l'imperméable jaune sort à son tour et il va dans la même direction que Carrie. Elle presse le pas et quand elle est arrivée devant chez elle, elle se pose à côté de la porte et elle fait comme si son mari allait lui ouvrir. Et c'est une stratégie qui fonctionne. L'individu qui la suivait rebrousse chemin. Sauf que, pensant que l'homme était assez loin, elle décide d'ouvrir elle-même la porte, sachant que personne ne l'attend en réalité à l'intérieur. Mais, dans l'immeuble où vit Carrie, la porte d'entrée s'ouvre avec un code. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on appuie sur un des chiffres qui composent le code, ça fait un bruit. Et le bruit est assez fort. L'homme qui suivait donc Carrie entend qu'elle compose le fameux code et il se retourne et entame une course pour rejoindre Carrie et sa fille avant que celle-ci ne rentre en sécurité dans leur domicile. Fort heureusement, l'entreprise de l'homme est un échec. Carrie arrive à verrouiller la porte juste avant que l'homme ne puisse s'interposer, que ce soit en passant la main ou un objet dans l'interstice de la porte. Et ensuite, une fois qu'elle est assurément
En sécurité, elle regarde au travers du Judas. L'homme patiente quelques secondes devant la porte, il fait des petits allers-retours comme s'il était très perturbé et ensuite il retourne vers l'ascenseur. Carrie sait que l'homme est bel et bien parti quand elle entend le bruit des portes de l'ascenseur qui se referment. Elle n'a pas eu de nouvelles de l'homme ou quoi que ce soit, elle n'a pas appelé la police à ce moment-là, mais plusieurs mois plus tard, elle l'a revu. Pas chez elle, mais à la télévision. Il y avait une annonce dans un journal télévisé qui informait la population qu'un tueur avait été arrêté. Tueur du nom de Yo Young-chul qui avait déjà assassiné plusieurs prostituées. En voyant l'homme, Carrie a été pris d'effroi car lors de son arrestation, il portait l'imperméable jaune, le même que Carrie avait vu dans l'ascenseur. Il y a environ un an, lors de mon dernier semestre à l'université, j'ai travaillé dans un grand magasin d'un centre commercial. Je n'avais pas encore de voiture, alors j'ai demandé d'aménager mes horaires car il me fallait 2 heures de bus pour rentrer chez moi. Donc en gros, si je devais faire la fermeture, je finissais à 11 h, mais je ne rentrais à la maison qu'à 1 h du matin. Parfois, on me donnait justement des horaires de fermeture, malgré moi, car j'avais des cours qui se terminaient un peu plus tard. Parfois, ma mère pouvait venir me chercher, mais quand ça finissait trop tard, j'étais mal à l'aise de lui demander, car je ne voulais pas la faire sortir à des heures tardives. Les managers n'étaient pas très compréhensifs. Ils m'ont donné 1 semaine de travail où je devais faire la fermeture alors qu'ils connaissaient clairement ma situation. Ça m'a un peu énervé, mais bon, j'ai décidé de faire avec. Un soir, je venais de terminer mon travail, je suis donc monté dans le bus. Pour rentrer chez moi, j'étais à l'arrière et je m'occupais de mes affaires tranquillement. Mon iPod n'avait plus de batterie, donc j'étais là, à regarder par la fenêtre, avec mes écouteurs dans les oreilles, mais sans musique. Je faisais juste des mots croisés sur mon téléphone. Selina nous dit qu'alors qu'elle était dans le bus, et avec ses écouteurs bien qu'il n'y avait pas de musique, elle a entendu, à peu près 2 sièges derrière elle, des gens parler. Des gens qui parlaient espagnol, donc pas la langue normalement habituelle qui était l'anglais, dans la ville où vivait Selina. Et il se trouve, détail important, que bien qu'elle ne parle pas très bien espagnol elle-même, Selina le comprend parfaitement. Au début, elle ne prête pas forcément attention à ce que disent les 2 hommes qui se trouvent derrière elle, et c'est là qu'elle entend un morceau de conversation qui attire son attention. Elle entend un des 2 hommes dire en espagnol « cette fille en noir là-bas ». C'est ce qui a attiré l'attention de Selina, car en entrant dans le bus, elle s'est rendue compte qu'elle était la seule habillée tout en noir. Elle décide donc de prêter attention à ce qui est dit pour voir peut-être si les hommes parlent d'elle, et elle a eu raison, car ce qu'elle a entendu sortir de la bouche de ces hommes l'a horrifiée. En gros, ces individus savaient où elle devait descendre, un arrêt qui se trouve être l'avant-dernier. Après cela, le bus fait un autre arrêt et ensuite il retourne au dépôt de bus. Ils savent que la zone où habite Selina n'est pas très éclairée, et donc ce que les hommes disent clairement en espagnol, c'est qu'ils comptent profiter de l'obscurité quand Selina va sortir du bus pour lui tendre un piège et abuser d'elle. Selina comprend qu'elle doit agir très rapidement si elle veut éviter d'être la victime de ces 2 hommes. Il n'y a que 20 minutes entre le moment où elle entend justement ce morceau de conversation et le moment où elle doit sortir du bus pour rentrer chez elle, donc elle sait qu'elle doit quand même prendre des décisions rapidement, qu'elle doit agir. Première chose qu'elle décide de faire, c'est de faire comme si de rien n'était. Elle ne veut pas montrer qu'elle a compris ce que les 2 hommes avaient l'intention de faire, donc elle reste les yeux sur son téléphone, elle fait comme si elle jouait. Sauf que vous vous en doutez bien, elle ne jouait pas du tout, ce qu'elle faisait c'est qu'elle envoyait un SMS à sa mère. Sauf que le temps passe et sa mère ne lui répond pas. Elle lui avait demandé de la retrouver à l'arrêt de bus. Étant sans réponse par message, Selina décide directement de l'appeler. Encore une fois, pas de réponse. Et donc, n'ayant pas de nouvelles par portable, elle décide d'appeler le téléphone fixe de la maison. Et cette fois-ci, quelqu'un décroche bien au téléphone de la maison. Sa mère était en train de dormir, ce qui explique pourquoi elle n'avait pas répondu au téléphone portable. Et Selina, au téléphone, ne veut pas dire directement ce qu'il se passe. Elle ne veut pas éveiller l'attention des 2 hommes qui se trouvent derrière elle. Donc elle dit à sa mère de regarder son téléphone portable car elle lui a envoyé la photo d'un jean et elle veut absolument avoir son avis. Donc sa mère comprend qu'il n'y a pas d'histoire de jean ou quoi que ce soit, mais qu'elle doit regarder son téléphone portable. Sa mère lui répond ok, et Selina conclut la conversation en disant « J'espère qu'on se voit tout à l'heure, au revoir ». Le trajet continue, et le bus arrive enfin à l'arrêt où doit sortir Selina. Et fort heureusement pour elle, sa mère est là, à patienter. Selina, une fois le bus arrêté, se précipite dans le véhicule de sa mère et dès qu'elle a mis les fesses sur le siège passager, elle dit à sa mère de partir. Elle jette un coup d'œil dans le rétroviseur et elle voit que les 2 hommes qui avaient parlé d'elle dans le bus étaient sortis également et qu'ils regardaient la voiture s'en aller avec un air totalement dépité. Le lendemain, Selina a décidé d'appeler son travail pour leur dire qu'elle démissionnait.
Elle ne comptait pas se mettre en danger pour un travail qui ne lui plaisait pas plus que ça, avec des managers qui étaient irrespectueux et qui n'étaient pas compréhensibles. Donc elle s'est dit que plutôt que de revivre une situation où cette fois-ci elle pourrait ne pas s'en sortir, elle préférait privilégier la sécurité et donc trouver un travail qui corresponde beaucoup plus à ses horaires. Une semaine environ avant mon 10e anniversaire, je me suis rendu au magasin du coin avec un billet de 5 $ et j'ai acheté quelque chose pour ma mère. Sur le chemin du retour, un homme que je n'avais jamais vu auparavant m'a suivi et a commencé à me parler. Il m'a dit « Bonjour, je suis le docteur Ramsey, je suis pédiatre. Est-ce que tu sais ce qu'est un pédiatre ?» Moi, j'avançais silencieusement, je ne répondais pas et j'espérais que cette personne comprenne que je ne voulais pas parler. Mais apparemment, cette personne-là n'avait pas compris la subtilité de mon message car il n'arrêtait pas de me parler. Est-ce que tes parents cherchent un pédiatre pour toi? Tu es presque une grande fille maintenant. Tu auras bientôt besoin d'un autre médecin, je pense. Mais c'est pas grave. Jusqu'à ce que tu grandisses, tes parents peuvent t'emmener. Jusqu'à moi. Comment tu t'appelles? Oh, qu'est-ce que tu as de beaux cheveux. J'étais allé chercher des bonbons pour les mettre dans un pot dans mon bureau. Tu aimes bien les bonbons? Heureusement, j'approchais de chez moi. Alors j'ai couru. J'ai monté les marches à l'arrière et j'ai franchi la porte de la cuisine. Je ne le savais pas, à l'époque, mais ce fut le début d'une très longue et très effrayante épreuve. Il n'a pas fallu longtemps pour que le docteur Ramsey commence à apparaître de plus en plus fréquemment. Au début, ça semblait assez inoffensif, du moins pour un enfant. Il passait presque tous les jours en voiture devant chez moi. Il souriait, il me saluait. Je l'ai raconté à ma mère et elle m'a dit que peut-être cet homme rentrait du travail. Et c'est là que les appels téléphoniques ont commencé. Le père de Diana l'a prise entre quatre yeux et lui a demandé si elle connaissait le fameux docteur Ramsey et que s'il y avait un problème, il fallait absolument lui en parler. Diana a dit qu'elle n'avait jamais parlé à cet homme, mais le père est un peu dubitatif parce que, apparemment, le docteur Ramsey connaissait son nom. Donc il ne comprenait pas comment cet homme pouvait connaître le nom de Diana si elle ne lui avait pas dit. De plus, ce n'est pas la seule chose qu'il savait. Il connaissait également le nom de la sœur de Diana et le père, assez inquiet, a interdit à Diana et à sa sœur de répondre au téléphone pour éviter qu'elles aient à converser avec le fameux docteur. Il y a eu beaucoup d'appels, plusieurs fois par jour, et au début, ni Diana ni sa sœur ne savaient pourquoi cet homme appelait. Mais c'est le frère de Diana qui lui a dit qu'en fait, quand le docteur Ramsey appelait et que l'un des parents décrochait, le docteur avait des propos très agressifs. Il disait qu'il allait littéralement faire du mal à Diana et à sa sœur. Le père de Diana a voulu prendre les devants, il a contacté la police, mais la police ne pouvait, selon ce qu'elle dit, pas faire grand chose, et que pour qu'ils interviennent, il fallait que, en soi, le docteur Ramsey mette ses menaces à exécution, qu'il tente quelque chose. Mais la chance faisant bien les choses de temps en temps, il se trouve que le père de Diana avait un ami qui était policier. Et donc, en lui parlant de toute la situation, cet ami policier a proposé de protéger en quelque sorte Diana, c'est-à-dire de l'amener par exemple à l'école, de la ramener également. Et c'est là que la vie de Diana a commencé à devenir un enfer, car vivre sous ce type de protection, au bout d'un moment, c'est clairement plus une vie. Elle ne pouvait plus marcher seule, plus jouer seule, elle ne pouvait plus aller acheter des bonbons. Donc à part rester à la maison, elle ne pouvait pas faire grand chose et Diana se sentait très frustrée de vivre cette situation. Mais elle n'a pas été la seule à la vivre, car le docteur Ramsey a commencé à menacer également sa sœur. Bien qu'elle ait été menacée également par le passé, c'était plutôt Diana qui était la cible. Là, la sœur de Diana est montée à peu près au même niveau qu'elle. Un après-midi, alors que Diana était avec ses frères, sa sœur et sa mère, l'un de ses frères a vu le fameux docteur Ramsey qui était dans le garage de la maison. Il avait réussi à s'introduire dans le domicile de Diana. Le frère qui avait aperçu le docteur et qui était assez âgé a commencé à prendre en poursuite le fameux docteur, mais il l'a perdu alors qu'il était en train de lui courir après dans un parc. La police a de nouveau été contactée, car là le docteur, au-delà des menaces, a tenté de faire quelque chose, mais la police, à part prendre la description de l'individu et prendre son nom qui était probablement un faux nom, ne pouvait pas faire grand chose. On va dire que l'événement était passé, donc que pouvait-il faire à part juste faire attention s'il croisait un homme correspondant à la description. Le temps avance un petit peu de quelques semaines, et le père de famille a découvert en allant chercher le journal devant la porte que le chien de la famille avait été pendu au porche. Ça a été une tragédie pour toute la famille. La police a été contactée de nouveau, mais encore une fois, ils ont décidé de ne pas agir, car pour la police, rien n'indiquait que c'était bien le docteur Ramsey qui avait commis cette atrocité. Pour eux, ça pouvait être un accident. Les appels téléphoniques n'ont pas cessé au fil du temps. Ils ont juste été un peu différents. Au début, il n'y avait que des menaces et ensuite, le docteur montrait clairement qu'il surveillait la maison. Il savait dire qui était là, qui n'était pas là. Il disait comment il
pouvait s'infiltrer dans la maison, qu'avec un couteau par exemple il pouvait facilement déverrouiller la fenêtre de la cuisine, comment il s'était déjà introduit dans la maison alors que tout le monde dormait. Clairement, il mettait une menace constante sur tous ceux qui occupaient le domicile de Diana. Voulant se rassurer et sécuriser un peu plus les lieux, le père de Diana a décidé de renforcer un peu les différents accès en mettant notamment des clous à certaines fenêtres pour éviter qu'elles puissent être forcées trop facilement. Un jour, les parents de Diana ont dû se rendre à un événement dans l'entreprise de son père. Les frères de Diana, eux, étaient à la patinoire, donc elle était seule à la maison avec sa sœur, qui était au téléphone avec sa meilleure amie, et son petit frère qui dormait. Diana, elle, regardait la télévision, tranquillement, elle se détendait, il était assez tard, et alors qu'elle était plutôt tranquille, un bruit a attiré son attention. Elle a directement posé ses yeux sur le fameux bruit, et elle a vu la silhouette du docteur Ramsey, qui était en train de forcer l'une des portes-fenêtres. Dans la pièce, il y avait Diana, sa sœur et son petit frère. La sœur, elle aussi, a paniqué, elle a jeté son téléphone sur le sol. Et les deux jeunes filles ont commencé à prendre la fuite. Mais c'est qu'à mi-chemin, avant de se rendre dans la chambre pour s'enfermer, qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient oublié leur petit frère qui dormait dans le salon. Donc, aussi silencieusement que possible, elles sont allées le réveiller pour le récupérer et ensuite, tous sont allés dans la chambre. Aucune lumière n'avait été allumée pour ne pas montrer où les trois jeunes s'étaient cachés et en plus ils pouvaient voir plutôt facilement à l'extérieur de la maison. Mais étonnamment, l'homme n'était pas visible. C'est comme s'il n'était plus dehors. Ils ont donc ouvert légèrement la porte de la chambre et le couloir, lui, était extrêmement silencieux. C'était sûr et certain, le docteur Ramsey n'avait pas réussi à se frayer un chemin à l'intérieur de la maison. Mais les enfants étant encore trop apeurés, ont décidé de rester quand même encore un peu dans la chambre dans laquelle ils s'étaient cachés. Et c'est là que, alors qu'ils regardaient tous par la fenêtre, ils ont aperçu une silhouette. La sœur de Diana a demandé qui était-ce. La silhouette se présente comme étant un livreur de pizza et demande si l'adresse du domicile est bien la bonne adresse. Évidemment, personne n'est dupe. Le livreur insiste en disant s'il vous plaît, vous pouvez m'ouvrir la porte, etc. Sauf que ni Diana, ni sa sœur, ni même le petit frère ne croient que cet individu est un vrai livreur de pizza. En plus, ça se voyait clairement que l'homme qui était dehors n'avait pas de pizza en main. Il y avait tout qui faisait que c'était impossible. La personne qui était dehors n'avait pas de sac qui pouvait contenir des pizzas et n'avait pas non plus de pizza à la main. Donc, la sœur de Diana a crié qu'elle allait appeler la police. Et c'est à la suite de ces mots que l'homme est parti. C'est peu de temps après que les frères aînés qui étaient à la patinoire sont entrés. Toute la situation qui s'est déroulée a été racontée. Ils ont fait le tour de la maison, mais comme vous pouvez vous en douter, personne n'a été retrouvé. La police n'a finalement pas été appelée parce que, suite aux différentes expériences, la police n'a jamais réellement fait quoi que ce soit, donc tout le monde s'est dit à quoi ça servirait cette fois-ci. La famille est allée se coucher, certains avec de quoi se défendre au cas où que le docteur Ramsey ne repointe le bout de son nez. Pendant la nuit, un des frères aînés de Diana a eu une petite faim, donc il s'est réveillé pour aller se chercher un bol de céréales. Mais ce fameux frère, alors qu'il était en train de remplir son bol, avait une sensation très étrange. Il sentait qu'il était observé. Il avait beau regarder par contre autour de lui, il ne voyait rien du tout. Mais il avait quand même cette sensation de malaise. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'était de regarder au niveau de la fenêtre de la cuisine et de mettre ses mains de chaque côté de ses yeux pour justement accentuer sa vision. Il a bien fait car en faisant cela, il a pu voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la fenêtre et ce qui causait en réalité son malaise. Il a vu le docteur Ramsey qui lui a souri comme s'il souhaitait le narguer. Immédiatement, le frère a appelé ses autres frères. Il voulait en découdre avec le docteur qui terrorisait la famille. Mais dès qu'il a reposé ses yeux au travers de la fenêtre, le docteur avait disparu. Tout le monde est sorti, mais encore une fois, le bon docteur avait réussi à prendre la fuite. Le lendemain, le soir, toute la famille était en train de jouer ensemble à un jeu de société et la sœur de Diana, à un moment donné, a dit qu'elle n'était pas à l'aise car elle avait l'impression en fait qu'à tout moment, elle pouvait entendre quelqu'un frapper à la porte ou à la fenêtre. Et juste après avoir dit ces quelques mots, quelqu'un a frappé effectivement à la fenêtre. Tous les hommes de la famille se sont levés de manière précipitée. Ils voulaient encore une fois trouver le docteur Ramsey pour le mettre hors d'état de nuire. Mais de nouveau, la personne avait réussi à s'enfuir. Les événements ont continué et pas que dans la maison. Diana a déjà vu le docteur Ramsey rouler devant son école, la saluer, encore une fois pour montrer qu'il était là, qu'il n'était pas parti. La mère de Diana a également reçu des appels du docteur qui disait qu'il avait sa fille, qu'il allait lui faire du mal. Là, la mère appelait directement l'école et l'école confirmait que Diana était bien en sécurité. Et ça ne faisait que se répéter encore et encore. Un soir, Diana est allée
cherchait à boire parce qu'elle avait soif pendant la nuit et elle a trouvé son père pendant la nuit, assis à la table de la cuisine, une arme à feu posée devant lui. Il attendait que le docteur Ramsey tente quelque chose pour le prendre sur le fait et le mettre définitivement hors d'état de nuire. Il faut savoir que les événements duraient déjà depuis plus d'1 an. Donc pour la famille, c'en était trop, surtout pour le père qui se sentait aussi irresponsable. Pour lui, il échouait dans ce rôle de protecteur de la famille, il n'arrivait pas à mettre en sécurité ses enfants, donc la seule manière qu'il voyait de mettre fin à tout cela n'était pas de contacter la police, mais de s'en charger personnellement, de la seule manière qu'il le pouvait. Diana est restée avec son père, assise à la table quelque temps. Elle l'a observé, et au bout d'un moment, son père l'a renvoyé se coucher. Et à partir de ce moment-là, tous les événements qui se passaient se sont arrêtés aussi rapidement qu'ils avaient commencé. Plus d'appels, plus de visites nocturnes, plus de passages en voiture, plus rien. Comme si le docteur Ramsey avait disparu de la surface de la Terre. Pendant longtemps, Diana s'est demandé ce que le docteur Ramsey pouvait dire à ses parents. Elle savait que le docteur disait qu'il allait lui faire du mal, mais qu'est-ce qu'il comptait vraiment faire? C'est des années plus tard, une fois que Diana était bien plus grande, que là ses parents lui ont dit. Le docteur disait qu'il comptait abuser d'elle, puis qu'il comptait la torturer et la tuer, et qu'après qu'il en aurait fini avec Diana, ce serait au tour de sa sœur, puis ensuite du plus jeune des frères, etc., etc., et que quoi qu'il en soit, les parents ne pouvaient rien y faire. Diana ne sait pas ce qui est arrivé au docteur Ramsey, même si elle a de fortes suppositions. Est-ce qu'il est mort dans un accident de voiture? Est-ce qu'il a finalement été arrêté parce qu'il avait peut-être d'autres cibles qui ont contacté la police? Il a été pris sur le fait, ça, elle n'en sait rien. Est-ce qu'il est dans le coma? Est-ce qu'il reviendra un jour? Ou alors, est-ce que le père de Diana a réussi, de ses propres moyens, à mettre fin au règne de terreur du docteur Ramsey? J'ai commencé à faire du babysitting à 13 ans, pour gagner de l'argent supplémentaire à dépenser pour m'acheter toutes les choses que je voulais sans prendre l'argent de mes parents. Je travaillais quasiment toujours pour des clients de mon père qui était avocat, et après j'étais recommandé par du bouche à oreille. J'ai fait de la garde pour une famille qui avait une petite fille de 9 ans et un petit garçon de 7 ans. Les parents semblaient bien sous tout rapport, même s'ils étaient un petit peu grincheux. Ils m'avaient donné un emploi du temps chargé à suivre, et ensuite ils sont partis. Ils m'ont dit que j'avais le droit d'amener personne, ils étaient persuadés que j'allais amener un garçon, alors qu'il n'en était rien. Presque immédiatement après le départ des parents, la petite fille a chanté d'une voix très aiguë et effrayante « Nous sommes tout seuls ». Et je ne savais pas à quel point c'était vrai. Ensuite, le petit garçon a dit, avec un calme presque angoissant, « Et si on jouait à abuser de toi ?» Le jeune garçon a dit un autre terme. Avec le recul aujourd'hui, Vicky pense que en fait le garçon avait entendu le terme à la télévision et qu'il le disait sans savoir ce que ça voulait dire, que pour lui c'était juste en fait un terme qu'il savait choquant. Il l'a juste dit pour faire réagir, ce qui a marché. Vicky a réagi, elle était extrêmement mal à l'aise, elle lui a dit qu'il ne fallait pas dire ce genre de terme et le jeune garçon lui a répondu simplement par un rire. Les enfants, eux, voulaient regarder la télé, mais regardaient que des trucs qui n'étaient pas pour des enfants de 7 ou 9 ans. Que des trucs où il y a du sang, où il y a des meurtres, des trucs très violents. Et Vicky leur a dit qu'il était absolument impossible qu'elle les laisse regarder ce genre de choses. En plus, les parents semblaient assez stricts, donc pour elle, c'était sûr et certain, les parents jamais n'auraient laissé les enfants regarder ce type de contenu. Donc les enfants n'étaient pas contents. Ils ont été un véritable enfer à gérer. D'ailleurs, à un moment donné, alors qu'elle était avec le petit garçon, Vicky a entendu un bruit. Ce bruit, c'était comme du verre qui s'était brisé. Elle est allée voir ce qu'il se passait et effectivement, la jeune fille avait cassé un verre. Vicky ne pouvait pas vraiment la punir, mais elle lui a dit que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas le faire. Elle lui a dit ça sévèrement et ensuite elle a ramassé les débris de verre pour les jeter à la poubelle. Et alors qu'elle faisait ça, elle a remarqué que les deux enfants la regardaient avec de grands yeux, comme si beaucoup d'idées malsaines leur traversaient l'esprit. Le temps a encore un petit peu passé et vient l'heure du repas. Vicky avait des instructions très précises, ce qu'elle devait faire c'était des sandwichs. Repas plutôt classique, chose que Vicky pouvait totalement faire. Donc elle décide de préparer 3 sandwichs, 2 sandwichs au poulet pour les enfants et étant elle végétarienne, elle se fait un sandwich avec simplement de la salade. Et alors qu'elle est en train de faire sa préparation, le jeune garçon crie à tue-tête. Il crie de douleur. Vicky va voir ce qu'il se passe et il semblerait que le jeune garçon a mal à la cheville, mais pourquoi? On n'en a aucune idée. Il dit qu'il s'est juste levé et qu'il a ressenti une énorme douleur qui l'a empêché de tenir sur ses jambes. La jeune fille, elle, était partie
quand Vicky est arrivée, elle est allée dans la cuisine. Vicky n'a pas prêté plus attention à cela, elle l'a juste vu se lever du canapé quand elle est arrivée. Elle essayait en soi de gérer la situation avec le petit garçon, essayer de comprendre en soi pourquoi il avait mal. Et c'est quand la jeune fille est revenue sur le canapé que là le jeune garçon s'est levé comme s'il n'avait jamais eu mal du tout. Vicky a trouvé ça bizarre, elle s'est donc levée, elle est retournée à la préparation de ses sandwichs et elle a ensuite apporté les sandwichs sur la table du salon. Les deux enfants avaient un sourire malicieux, comme s'ils avaient fait une bêtise. Ils n'ont pas touché à leur sandwich et Vicky leur a donc dit « mais vous ne mangez pas ?» Et les enfants lui ont répondu « à toi l'honneur, on attend que tu commences à manger d'abord ». Vicky, bien que jeune, elle avait 13 ans, se doutait que quelque chose se tramait. Donc juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, elle relève le pain de son sandwich et c'est là qu'elle voit posé à l'intérieur les débris du verre qu'elle avait jeté à la poubelle un peu plus tôt. Elle s'énerve contre les enfants, leur disant qu'elle aurait pu se faire très mal, être blessée si jamais elle n'avait pas fait attention, et les enfants ne répondent qu'avec un rire extrêmement malsain. Ça ne ressemblait même pas à des rires d'enfants. N'en pouvant plus, Vicky a décidé d'appeler sa grande sœur à la rescousse, grande sœur qui est venue. Ensemble, elles ont terminé la garde qui ne durait en soi que 4 heures, mais 4 heures qui ont été un véritable enfer. Elle était en pleurs. La garde ensuite s'est passée tant bien que mal, et Vicky a décidé de ne plus jamais refaire de garde pour cette famille avec ses enfants bien malsains. Voilà les amis, on a fini pour ces 10 histoires, j'espère que ça vous a plu. En ce moment il y a des travaux en bas de chez moi, donc j'espère que ça ne s'est pas trop entendu pendant les différentes histoires. En tout cas je ferai au mieux pour masquer un peu ce bruit qui est très dérangeant. Si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je remets mon Instagram si vous souhaitez me suivre là-bas, IconTV. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère avoir réussi à vous donner quelques frissons. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Iken. Salut!